Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce matin pour un bel échange avec les auteurs sélectionnés pour le prix lycéen Lire l'économie. Et donc, nous allons passer 1 heure et demie d'échange ensemble avec vous qui êtes connectés à distance et également la salle de classe, si je puis dire, des élèves qui vont venir ici en venant des Mureaux. Donc, bienvenue et nous allons pouvoir lancer ce moment d'échange ensemble. Alors, vous le savez, ce temps d'échange s'inscrit dans le prix lycéen Lire l'économie. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Romain Brochard, qui est administrateur de Lire la Société et qui est venu en remplacement de Luce Perrault, qui dirige le prix depuis de longues années. Et donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir parmi nous également pour ce petit mot d'introduction. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Enfin, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et avant toute chose, je tiens à excuser Luce Perrault, qui est retenue par son émission hebdomadaire à la radio. Lire la Société, c'est une association qui a plus de 30 ans dorénavant, dont l'ambition est de valoriser, de promouvoir le livre dans la société à travers plusieurs prix qui sont organisés. Le prix du livre politique, qui est le premier, le prix du livre d'économie et ses deux petits frères, à savoir le prix lycéen Lire l'économie et le prix de la BD d'économie. C'est très important pour nous d'associer les lycéens, les étudiants à l'organisation de ce prix, tout simplement parce que vous êtes des citoyens en devenir et il s'agit en fait d'analyser le présent et surtout, avec les auteurs qui sont là aujourd'hui, d'envisager des pistes pour l'avenir dans le monde dans lequel vous avez vocation à être acteur. Je ne serai pas plus long parce que la parole est aux auteurs aujourd'hui. Les trois auteurs en compétition, donc les trois finalistes qui vont avoir l'occasion de débattre aujourd'hui, que je tiens à remercier dans le cadre de cet échange parce qu'effectivement, ça crée de l'interaction et ça permettra, je l'espère, d'étoffer votre choix dans le cadre de ce prix lycéen Lire l'économie. Donc, merci à l'Institut de l'entreprise et à Melchior pour l'organisation de ce temps d'échange avec les élèves qui me semble très important. Merci aux auteurs pour leur présence. Merci également aux équipes pédagogiques, enseignants et inspecteurs qui permettent la réalisation de ce prix lycéen Lire l'économie. Et je vous souhaite donc de bons échanges avec les auteurs qui sont présents aujourd'hui. Merci à vous. Alors, effectivement, c'est une très belle occasion de lire des ouvrages qui nous permettent d'éclairer des enjeux importants dans notre société. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Clamadieu pour son ouvrage L'Europe, avenir de l'industrie française aux éditions Le Cherche Midi. Nous accueillerons également Emmanuel Comte pour Chronique décalée d'un économiste aux éditions Concurrence. Et puis Thomas Fauré pour Après Facebook rebâtir aux éditions Les Nouvelles Éditions de Passy. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le fond de ces ouvrages que vous avez lus, que vous êtes en train de finir de lire. Et puis, l'occasion vous sera donnée de participer à la remise du prix le 14 décembre au ministère de l'Économie et de la Relance. Merci beaucoup. Je laisse la parole donc à Frédéric Carloer. C'est à vous. Merci Béatrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Frédéric Carloer, en effet, inspecteur général. Je commence à avoir une courte introduction donc, par deux remerciements, en particulier à ma collègue Anne Gasnier, inspectrice générale d'économie-gestion, donc qui, avec moi, a expertisé 12 des livres qui ont été finalement retenus et on a contribué à ce que 5 d'entre eux émergent avec nos hiérarchies respectives. Et voilà, c'est pourquoi que 3 des 5 auteurs sont ici aujourd'hui présents. Et puis aussi un remerciement vraiment approfondi à mon collègue Philippe Chevel, inspecteur pédagogique régional de sciences économiques et sociales, très investi auprès de Melchior et qui a fait des fiches de synthèse des ouvrages primés, à la fois fiches résumées et un peu élargies. Alors, quelques mots supplémentaires. Aujourd'hui, je suis l'empêcheur de tourner en rond et je vais essayer de favoriser un maximum de passerelles entre les auteurs ici présents, maintenant Thomas Fauré qui ne devrait pas tarder. Que dire à savoir que dans la mesure où on parle essentiellement de concurrence dans ces ouvrages, dans cette perspective de mondialisation, je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, puisque c'est un gros mot ce matin. Essayer de mettre en évidence un certain nombre de similitudes entre nos 3 auteurs, et puis aussi un certain nombre de divergences. Et là, clairement, j'insiste sur le fait que Melchior est ce cluster de connexion qui permet de rapprocher 2 mondes, celui de l'enseignement, celui de l'entreprise,
et de faire en sorte que les unes les autres soient fertilisées par la recherche. Et donc, c'est vraiment très important que ces livres puissent être au maximum vulgarisés et bénéficient à nos enseignants, aux élèves qui vont nous rejoindre d'ici peu, et soient en relation étroite avec des programmes du baccalauréat, qu'ils puissent en tirer parti. Alors, point de convergence entre nos trois auteurs ce matin. En lisant de manière attentive les ouvrages, j'en ai retenu au moins 4. D'abord, vous produisez un livre d'économie, les titres ont été précisés tout à l'heure par Béatrice. Vos spectres sont assez semblables, à savoir celui, je dirais, d'une mondialisation raisonnée, s'interrogeant sur la concurrence, la politique industrielle, les enjeux stratégiques. Vous avez, quelque part, lorsqu'on regarde votre biographie, votre trajectoire individuelle, 2 ou 3 vies dans une, les uns les autres, avec des générations certes différentes. Le plus jeune, Thomas Fauré, va nous rejoindre. Mais clairement, voilà, M. Clamadieu, d'abord au ministère du Travail et de l'Industrie, puis après auprès de grands groupes comme Solvay ou aujourd'hui président du conseil d'administration de Engie. Emmanuel Combes, agrégé de sciences économiques et sociales, ENS, puis professeur des universités à Paris-Sorbonne, vice-président de l'autorité de la concurrence et aussi professeur à Schema Business School. Et puis, donc, Thomas Fauré, tout d'abord salarié du groupe Bolloré, puis créateur de l'entreprise Waller il y a presque 10 ans. Donc, quelque part, cette casquette d'entrepreneur qui aussi, quelque part, met en perspective un certain nombre de nos interrogations aujourd'hui. Donc, quelque part, vous trois, vous avez un lien quelque part avec les grands groupes, mais avec des trajectoires différentes. Il y a eu des liens plus ou moins étroits avec l'administration. Avec Emmanuel, peut-être un peu de recul critique, puisque surveillant les fusions-acquisitions pouvant naître de ces grands groupes pour favoriser encore et toujours la concurrence. Une analyse, vision, je dirais, stratégique de la macroéconomie, de la microéconomie, qui peut apparaître assez semblable, mais vous nous direz en quoi elle peut aussi différer. Et puis, j'insisterai pour finir sur, quelque part, un certain nombre de divergences. Je dirais tout d'abord vos tropismes. M. Clamadieu plutôt pour l'énergie, Emmanuel étant le spectre peut-être le plus large, mais avec un focus quand même empirique sur la consommation, qui a été très fort, en tout cas fut un temps, et puis Thomas Fauré pour le numérique. Et évidemment, les uns les autres secteurs, quelque part aujourd'hui, ont des préoccupations qui demeurent communes, en particulier sur le numérique. Et puis, donc, voilà, la grande question qui se pose, c'est quel degré de concurrence optimale, quel rôle, là aussi optimal, du régulateur, à la fois pour faire en sorte que cette concurrence puisse prévaloir dans un but de favoriser, comme on dit, le surplus du consommateur, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas veiller à ce qu'une certaine taille critique aussi de certains groupes européens soit atteinte à court moyen terme pour pouvoir être armés dans une concurrence aujourd'hui frontale avec non seulement les États-Unis, mais aussi la Chine. Donc, je vais pas plus loin, je vous laisse la parole. Ce que je vous propose en matière donc de dérouler, c'est que chacun d'entre vous puisse présenter son ouvrage. C'est pas ma thèse en 180 secondes, mais donc 5-6 minutes, c'est 2 fois 180 secondes, on va dire ça comme ça, les uns après les autres. Et puis après, des questions plus ponctuelles pourront vous être adressées aux uns aux autres, et que l'interaction soit évidemment entre vous trois maximisée. N'hésitez pas à sympathiquement vous interpeller. En sachant aussi que des questions peuvent être posées. Je les reçois sur mon téléphone via WhatsApp. En disant ça, je ne fais pas de publicité pour un grand groupe américain. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-Pierre Clamadieu. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est vrai que moi, je n'avais pas le sentiment de rédiger un ouvrage d'économie quand je me suis lancé dans la rédaction de ce petit ouvrage, qui est vraiment dans lequel je voulais au fond exprimer mon enthousiasme pour un secteur d'activité, l'industrie, qui est quelquefois un tout petit peu oublié aujourd'hui, ou en tout cas dont on ne mesure pas
tout l'enjeu, toute l'importance qu'il représente dans notre économie. Et je ne pensais pas non plus, en rédigeant ce petit ouvrage, qu'il puisse être un candidat retenu dans votre concours, mais j'en suis très heureux parce qu'au fond, j'ai vraiment envie, lorsque j'exprime cet enthousiasme vis-à-vis de l'industrie et du rôle qu'elle peut jouer, j'ai vraiment envie de m'adresser aux jeunes. Pourquoi? Parce que, comme tout secteur d'activité, notre capacité à attirer des talents aujourd'hui est essentielle. Et je trouve que l'industrie souffre quelquefois d'une image qui est un tout petit peu dégradée. Et je pense que partager cet enthousiasme, expliquer pourquoi je me suis un jour découvert cette vocation d'ingénieur, et qui m'a conduit effectivement à avoir une carrière assez longue dans un ensemble de secteurs industriels tournant autour de la chimie, des matériaux, et puis aujourd'hui de l'énergie. Je trouvais qu'il y avait une réelle valeur à partager cette expérience. Et je trouve que quand on regarde l'histoire de l'industrie en France et en Europe, au fil de ces 20 ou 30 dernières années, on a assisté à une forme de déclin, de réduction de la part de l'industrie dans l'activité économique, qui s'est accompagné d'un discours souvent négatif tenu par nos dirigeants, tenu quelquefois par, quand je dis nos dirigeants, je pense à des dirigeants politiques, mais quelquefois tenu également par des grands dirigeants relevant du secteur de l'économie. Et je voulais m'insurger face à cette idée d'une sorte de mort annoncée de l'industrie, d'un monde sans usine, ou en tout cas d'un monde dans lequel la spécialisation des activités entre les régions du monde allait condamner l'industrie française ou l'industrie européenne à une forme de déclin. Et au fond, ce que j'exprime avec force aujourd'hui, et c'est vraiment ma conviction, ce petit ouvrage a été écrit contre la pandémie et la crise géopolitique, donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a plein de conséquences sur la situation économique européenne, mais il est écrit entre ces deux événements, et je trouve qu'il garde vraiment toute sa pertinence dans les messages qui sont portés. Et au fond, le message de fond, c'est de dire que l'industrie française aujourd'hui a sa place, a du ressort, a une capacité effectivement à contribuer de manière importante à l'activité économique de notre pays, dès lors qu'on se replace dans un contexte qui est vraiment celui de l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu, et quand je regarde l'équilibre des puissances aujourd'hui entre, pour simplifier, la Chine, les États-Unis et l'Europe, moi, je suis persuadé que l'Europe a énormément de cartes à jouer, et l'une de ces cartes, c'est la force de notre industrie. Nous sommes dans un monde qui a un enjeu majeur à relever aujourd'hui, qui est celui du changement climatique, de la transformation climatique et énergétique, et l'industrie européenne, l'industrie française est un acteur majeur de cette transformation, et qu'effectivement, dans l'environnement dans lequel nous sommes, nous avons la capacité à faire de cette industrie un atout dans cette compétition. Et puis, j'exprime également au fil de cet ouvrage le fait que ce qui m'a finalement donné envie, il y a 40, 50 ans, à entrer dans cette carrière industrielle, c'est le fait de voir se développer des grands projets. Et je pense que des grands projets, que ce soit le programme électronucléaire français, même si on en dit beaucoup de mal aujourd'hui, mais qui a conduit à ce que la France ait une situation très particulière pour ce qui est de la manière dont elle produit l'énergie dont elle a besoin, avec un parc de centrales nucléaires qui représente une part importante de nos capacités de production. Ces grands programmes, c'était Airbus. Je suis aujourd'hui administrateur d'Airbus, mais quand j'avais 10 ou 12 ans, j'ai vu les premiers vols d'Airbus, les premiers vols de Concorde qui étaient produits à peu près par les mêmes ingénieurs à la même époque, le premier vol d'Ariane. Tous ces grands projets qui ont été soutenus par la puissance publique, ils ont contribué à la force de cette industrie. Et ce que j'appelle de mes voeux au fond aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le temps de ces grands programmes mobilisateurs. Et je pense que la transition énergétique et climatique nous offre cette opportunité. Et je développe ici un sujet sur lequel je suis très, très convaincu aujourd'hui,
qui est celui du développement d'une économie de l'hydrogène, on pourrait y revenir dans nos échanges, qui pourrait être un élément essentiel pour aider à la transformation énergétique et climatique de l'Europe. Voilà en quelques mots, pardon, j'ai sans doute dit beaucoup de choses un peu désordonnées en peu de temps, mais voilà en quelques mots les messages importants que je voulais passer au travers de cet ouvrage. Merci. Alors, vous avez un avantage géocompétitif, puisque vous nous parlez d'Ariane, de l'aéronautique, et les lycéens des Mureaux arrivent, donc quelque part, les dés sont un peu pipés au niveau concurrentiel. Je passe la parole à Emmanuel Combe pour Chronique décalée d'un économiste sur 2,180 secondes, comme c'est Mathieu. Merci à vous. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis extrêmement honoré d'être ici aujourd'hui. Et surtout que le prix a été sélectionné pour la finale du prix lycéen. Alors pourquoi honoré? Je dis pas ça pour faire bien, parce que je suis professeur. Depuis 30 ans, j'enseigne et être sélectionné par des jeunes, c'est un immense honneur. Voilà. Et je félicite également les deux autres concurrents, parce qu'on ne peut pas vouloir la compétition pour les autres sans la vouloir pour soi-même. Donc félicitations à Jean-Pierre, félicitations à Thomas, dont j'ai lu le livre avec grand intérêt. D'ailleurs, on y reviendra, il y a des convergences assez fortes. Alors, en deux mots, l'objectif du livre, alors peut-être l'objectif, la méthode et puis le style. L'objectif, c'est en fait de partir de l'actualité. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. En montrant que les faits, on peut les faire parler, on peut les faire parler sans violence, simplement avec des outils. Et ces outils, ça s'appelle les outils de la science économique. Alors, je ne dis pas que la science économique est la seule discipline à faire parler les réels. La sociologie le fait parler, l'histoire le fait parler, mais l'économie, c'est une science formidable. Vous avez une boîte à outils, sans idéologie aucune. Vous avez la théorie des jeux, vous avez la théorie du comportement humain, les biais psychologiques. Et vous allez prendre un fait d'actualité très simple. Dans le livre, je prends une centaine de faits d'actualité et je montre que ces faits d'actualité, on peut les comprendre. On peut donner du sens à ce qui apparemment n'en a pas. Vous verrez dans le bouquin, il y a notamment un chapitre sur notre comportement pendant la pandémie, notamment vis-à-vis du vaccin. Et donc, vous voyez cette idée très forte que la théorie économique, la science économique, les outils de l'économie peuvent vous aider à comprendre le réel pour à la fin vous faire votre propre opinion. L'idée n'est pas de vous imposer une idéologie. Donc ça, c'était vraiment l'esprit, l'objectif du bouquin. Ensuite, la méthode, plutôt que de faire un manuel, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux, il faut bien le dire, j'ai sélectionné une centaine de faits que j'ai regroupés par chapitre, puisque ces chroniques étaient parues dans un quotidien, et en les regroupant, vous pouvez les lire, finalement, vous pouvez picorer au gré de vos envies, au gré de vos humeurs, aller regarder tel ou tel sujet. Chaque chronique est indépendante l'une de l'autre. Néanmoins, ce qui fait sens, me semble-t-il, dans le livre, c'est que j'essaie de couvrir un spectre très large, à la fois de la macroéconomie, notamment il y a un chapitre sur l'inflation, avec 5 ou 6 chroniques sur l'inflation, notamment sur l'inflation, l'hyperinflation au Venezuela, c'est un truc tout simple. Pourquoi y a-t-il de l'hyperinflation au Venezuela? Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des théories économiques qui vous l'expliquent assez bien. Donc de la macroéconomie, mais aussi de la microéconomie. Donc il y a plusieurs chapitres, notamment sur les GAFAM, on y reviendra. Pourquoi il est assez logique qu'à la fin, on se retrouve avec une ou deux entreprises qui dominent le marché. Voilà donc un petit peu l'objectif du livre, vous faire lire le réel avec une discipline très intéressante, qui peut être critiquée, comme toute discipline, qui n'est pas exclusive, mais qui, me semble-t-il, vous permet de comprendre le réel. Et à la fin, si vous êtes convaincu en lisant le bouquin que finalement, tout ça, ça sert à quelque chose, parce que vous apprennent vos professeurs à l'école, au lycée, eh bien alors le pari sera gagné. La théorie des jeux, ce n'est pas un truc en chambre, la théorie des jeux, ça marche. Malheureusement, on vient de le voir encore avec la COP27. Si on n'est pas parvenu à un accord, c'est peut-être parce qu'on est 200. Et quand on est 200, chacun a intérêt à laisser les autres signer. Ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Donc, vous voyez, tout ce que vous allez voir avec vos professeurs, ça permet de lire le réel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Thomas Forêt, j'ai eu l'occasion de vous présenter. Donc, après Facebook, rebâtir. Ça veut-il dire qu'en matière de numérique européen, tout est détruit? Non, ça veut dire l'inverse, ça veut dire que tout reste à construire, selon moi. Voilà. Alors, moi, je suis d'abord très honoré, comme vous aussi, d'avoir été sélectionné parce que, pour tout vous dire, je ne suis pas un économiste. Moi, je suis dans l'économie. C'est ça peut-être qui me distingue un peu de mes confrères aujourd'hui. Donc, je suis dans l'économie parce que moi, je suis un chef d'entreprise et je vous avoue que j'ai beaucoup le nez dans le guidon. Et ce livre-là, ce livre, il m'a servi d'abord à moi-même, à sortir un peu de mon quotidien et
et à mettre en perspective vraiment ce que je fais chaque jour avec mes équipes au regard du monde qui nous entoure. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dirige une entreprise qui a décidé depuis presque 10 ans maintenant de se confronter aux géants du numérique, que sont les Facebook, les Microsoft et compagnie. Alors, non pas pour s'y confronter, mais parce que je crois dur comme fer que l'Europe, la France, dommage pour la France, parce qu'elle a de grands talents, a loupé un train il y a probablement quelques décennies. Alors, on pourra revenir sur les causes, etc. Et à mon sens, il est inacceptable qu'elle continue à louper des trains en matière de numérique. Vous voyez bien, tous vos téléphones sont fabriqués en dehors de France, en dehors d'Europe probablement. Vous avez probablement soit des Android, soit des Apple, c'est des produits américains. Vous allez sur des réseaux sociaux qui ne sont pas européens. Vous allez sur essentiellement au départ des réseaux sociaux qui sont américains, YouTube, Facebook, Snapchat, etc., y compris les messageries classiques. Et maintenant, on a les Chinois qui arrivent, puisque tout le monde connaît TikTok, qui est un produit chinois. Et on voit ce duopole entre la Chine et les Américains qui s'affrontent dans cette industrie que personne n'a vu venir sur notre territoire, qui est l'industrie virtuelle, qui est l'industrie du numérique. Et cette industrie, moi, je suis convaincu qu'il faut la bâtir, la rebâtir. C'est pour ça que j'ai appelé ça rebâtir, parce qu'il y a beaucoup de mes confrères, beaucoup de politiques, beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas rebâtir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut prendre le train qui est là, qui n'est pas le nôtre, et essayer de nous battre sur la future bataille. Et moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que nous puissions gagner quoi que ce soit sur les futures batailles sans avoir au préalable réussi à rebâtir des choses que vous connaissez tous, que sont les OS, ça c'est voilà, Windows, Linux, macOS, etc. Les machines, les puces qu'il y a dans vos ordinateurs, et puis évidemment toute cette couche logicielle et de services que sont les réseaux sociaux, que sont les logiciels bureautiques, etc. Moi, je pense qu'il nous faut des solutions européennes. Alors, je suis peut-être un fou qui crie dans le désert, n'empêche que la petite entreprise que je dirige, qui s'appelle Waller, elle a un petit début d'histoire et il y a des gens très sérieux qui nous font confiance, en particulier, et c'est logique, les Airbus, les Ariane, le gouvernement, etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ça et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce bouquin. C'est surtout, l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est pas facile, ça venait d'être partagé. Et deux, les enjeux, ces enjeux-là que moi, j'appellerais géopolitiques, et qui évidemment sont au cœur de notre économie aujourd'hui. Merci. Donc, on voit à nouveau un autre point commun émerger, à savoir celui de votre optimisme que vous partagez. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'empêcheur de tourner en rond, je vais avoir une casquette plutôt de pessimiste. Mais sur le diagnostic commun à vous trois, j'aimerais mieux comprendre, en particulier pour les élèves qui nous écoutent et tous les spectateurs en direct, comprendre pourquoi la France a raté ou a décroché industriellement. À quel moment ça se passe? Est-ce que des élites politiques ont trop mis en avant l'économie des services? Ou est-ce qu'on a quelque part montré du doigt un peu le travail manuel, etc. Qu'est-ce qui, psychologiquement, économiquement, au sein de l'économie française, a fait qu'il y a eu ce décrochage? Qui veut? Bon, moi, je peux commencer. Je pense qu'effectivement, on est passé par la matière économique, mais je suis aussi un praticien et pas un économiste, mais conduit à une forme de spécialisation des différentes régions du monde. Et on a vu, probablement à partir de la fin des années 70, une situation dans laquelle quelques industries de base ont commencé à évoluer. Un des exemples les plus simples, c'est probablement les industries minières ou la sidérurgie. Ça va probablement amuser ceux qui sont beaucoup plus jeunes et en face de nous. Et quand je suis rentré à l'école des mines, j'ai fait mon premier stage dans une mine de charbon située dans un très bel endroit de France, à Gardanne, tout près de Marseille. Il y avait encore à l'époque une industrie minière en France qui est partie vers d'autres régions du monde pour des raisons simplement d'efficacité. C'est ce qui s'est produit également pour la sidérurgie. Et là, on a commencé une période qui était extrêmement difficile, dans laquelle on a vu dans nos territoires un certain nombre d'activités industrielles partir
vers d'autres régions. Et ça a engagé un sentiment d'une forme de déclin, parce que ces usines dans ces territoires, elles avaient bien sûr un impact qui est très fort. Et ce déclin, il a créé, me semble-t-il, autour de l'industrie française et de l'industrie européenne, le sentiment que, ma foi, le temps de l'industrie était passé et qu'on allait effectivement vers une économie beaucoup plus tournée vers les services. Et je pense que c'est en réalité une erreur, et que bien sûr, les activités industrielles qui peuvent se développer dans nos territoires sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans, mais qu'il y a devant nous des perspectives remarquables de développement qui doivent créer la confiance et autour desquelles il faut qu'on arrive à regrouper un certain nombre de bonnes fées, les autorités publiques, nos clients, l'ensemble d'ailleurs de nos concitoyens. Et c'est cela que j'appelle de mes voeux, c'est cette espèce de sursaut qui nous permet de dire, ben oui, vous êtes effectivement, pour ce qui est des jeunes lycéens qui sont en face de nous, vous êtes dans une région, les Mureaux, dans lequel qui est très associée à l'aventure spatiale du pays. Si on a été à Toulouse, on serait associé d'une autre manière à l'aventure cette fois-ci aérospatiale, mais plus largement sur le territoire, la transformation qu'on est en train de voir autour du secteur automobile avec le développement de la voiture électrique, la nécessité de créer des usines de batteries, tout ceci crée un certain nombre d'opportunités qu'il faut être capable de saisir. Et à nouveau, j'ai envie de dire, je crois que je l'ai écrit sur la couverture de ce petit ouvrage, altolétinisme. Soyons enthousiastes, soyons positifs et rendons-nous compte que l'industrie offre d'extraordinaires opportunités d'aventure pour ceux qui sont mus par la conviction que la science et la technique peuvent aider la planète à faire face aux défis qui sont les siens et peuvent aider les consommateurs, ses clients, à avoir accès aux produits et d'ailleurs aux services qui sont associés, qui répondent à nos envies et qui permettent de mener une vie plus agréable. Donc, surtout une problématique d'efficacité économique et un manque de politique industrielle stratégique. Un manque de vision et une forme de déclinisme face auquel il faut absolument résister. D'ailleurs, je trouve quelques échos par rapport à ce qui était dit sur un monde très différent qui est celui du numérique. Emmanuel Comte, Thomas Forêt, les raisons du décrochage industriel français? Ben, je crois qu'on est tous d'accord sur le décrochage avec l'objectif. Il suffit de regarder la part de l'industrie dans le PIB, c'est autour de 10% en France, 15% au Royaume-Uni. On dit souvent que le Royaume-Uni est un pays de service et à peu près un peu plus de 20% en Allemagne. Alors, il y a plein de causes. D'abord, le décrochage vient de loin. C'est bien écrit d'ailleurs dans le bouquin de Dufour que je vous invite à lire sur la désindustrialisation de la France. Ça remonte à 40 ans. Hein. Et parmi les causes, il y en a plein de causes. Parmi les causes, c'est le qui m'a frappé le plus, et j'insiste beaucoup dans le bouquin avec 2 ou 3 chapitres là-dessus, c'est notre manière d'innover. Alors, je ne parle pas de la France, on va raisonner au niveau européen. Le bon repère, je crois qu'on est d'accord tous les trois que la bonne échelle, c'est l'Europe. On a eu un écosystème d'innovation qui était très bon pour renforcer ce que l'on savait déjà faire. D'ailleurs, on s'aperçoit que Airbus, en réalité, c'est très bien, hein, mais c'est un rattrapage par rapport à Boeing. Hein. Par contre, on a un système d'innovation qui a du mal à être dans la disruption. Ce n'est pas complètement un hasard si les GAFAM, on dira ce qu'on peut, mais ils sont nés dans un pays qui, en effet, sait faire de l'innovation disruptive. Qu'est-ce que c'est que l'innovation disruptive? Il y a un chapitre entier dans le bouquin là-dessus. C'est partir de la feuille blanche et de se dire, je vais penser l'impensable. Et souvent, pas toujours, en France, on va avoir tendance à dire, ben, si c'était si génial que ça, j'y aurais pensé, ça ne marchera pas. Donc, il y a un écosystème d'innovation qui n'est pas forcément favorable à la disruption. D'ailleurs, on le sait, hein, on a des géants. On dit souvent, on n'a pas de géants en Europe. On a énormément de géants. Ce sont des géants qui datent. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Hein. Notre problème, ce n'est pas d'avoir des géants, c'est d'avoir des nouveaux géants. Regardez, finalement, vous prenez le CAC 40 et vous comparez à périmètre donné, la même chose aux États-Unis. Vous apercevez que le pourcentage de nouvelles entreprises est beaucoup plus élevé. Donc, on a un vrai problème pour une capacité à faire émerger des nouveaux géants. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend peut-être d'abord de notre difficulté à faire de la R&D. On n'est pas très, très bon quand on regarde le ratio recherche-développement sur PIB, donc richesse de la France. Hein, on est finalement assez moyen. Hein, on est loin derrière le Japon, on est loin derrière la Corée du Sud, on est loin derrière les États-Unis. Au bout d'un moment, l'innovation, ça ne tombe pas du ciel. On parle, comme disait Jean-Pierre, d'innovation dure. Hein, c'est de la technologie. Les GAFAM, c'est d'abord des algorithmes et ça coûte très cher. Donc, insuffisance de R&D, ça c'est un facteur clé. Les relations, et vous insistez dans votre bouquin, entre, je dirais, les startups qui démarrent et puis la phase de croissance, ce qu'on appelle
le capital risque. Hein. Est-ce qu'on est capable d'accompagner dans le temps des entreprises pour leur faire passer à une autre échelle? Une chose est d'avoir des poussins, hein, une autre est de les faire croître très rapidement. Peut-être parfois des barrières réglementaires qui empêchent la croissance de ces nouveaux géants. On a vu des pratiques des GAFAM, mais on a vu aussi des pratiques d'entreprises européennes. Donc, je crois qu'au fond, le problème, me semble-t-il, c'est qu'on a une vision de l'innovation. On est très innovant, mais on innove souvent en améliorant ce qu'on sait faire et on n'est pas dans la disruption. Tesla, c'est quand même la feuille blanche. Tesla, il a pensé l'impossible, l'impensable. Il y a 30 ans, je suis sûr qu'on nous aurait dit, mais un outsider va lancer une voiture 100% électrique. On aurait souri gentiment en disant, mais attendez, c'est pas possible, sinon on l'aurait fait. Bah, c'est possible puisqu'il l'a fait. Donc, je crois qu'au fond, alors c'est à la fois des histoires de R&D, mais c'est aussi peut-être les mentalités, le rapport à la prise de risque, et notamment le financement du capital risque. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'ai épuisé le champ des causes, hein, il y a plein de causes, mais il me semble que cette cause-là, elle est quand même assez importante. Donc, retour sur la phrase de Mark Twain, ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Thomas Fauré, j'ai eu l'occasion d'être le modérateur d'un collègue, Thomas Philippon, au printemps, sur un ouvrage Les grands gagnants de la concurrence, donc qui nous démontrait, hélas, que pour ce qui concerne le numérique, c'était quasi exclusivement les États-Unis, mais il nous disait, en contrepoint, que si on regarde le coût d'abonnement, par exemple, d'une box Internet, etc., et ben finalement, en termes concurrentiels, les Français s'en sortent pas si mal. Oui, on a brossé pas mal de causes de cet état de fait. Je rajouterais peut-être des causes plus géopolitiques parce que c'est celle qui m'intéresse. Mais évidemment, on est face quand même à une situation multicause, si j'ose dire. Ce que j'observe de mon petit œil non aguerri, c'est une chose très simple. C'est que nous sommes en Europe pieds et mains liés avec nos alliés, avec ceux qui nous ont sortis de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, et alors je simplifie, hein, mais nous sommes dans une sorte de léthargie et une incapacité à nous dire peut-être faudrait-il que nous travaillions un petit peu l'autonomie vis-à-vis aussi de nos alliés. Et ça, le dernier grand homme qui l'a fait, c'est le général de Gaulle, qui a d'ailleurs été à l'initiative de ces grands programmes industriels que nous évoquions. Et après lui, je ne pense pas que nous ayons eu peut-être ce courage politique de se dire que la France, l'Europe, l'Union européenne construite avec la France aussi, étions capables de nous détacher de nos alliés sur le plan économique. Non pas nous détacher pour nous en faire des ennemis, pas du tout, mais simplement pour conserver cette autonomie industrielle, sociale, cette autonomie stratégique. Maintenant, Emmanuel Macron parle d'autonomie stratégique et c'est un très bon terme. Et j'ai l'impression que nous en apercevons qu'aujourd'hui, après que beaucoup de gens aient un petit peu ouvert leur bouche quand même, et en particulier cet état de fait dans le numérique, domaine que je connais, où eh bien, nous nous rendons compte aujourd'hui que nous sommes incapables et qu'on est dépassé sur tous les plans. Alors moi, je pense que donc, pour résumer, un manque de vision et un manque de courage politique, la peur des mots aussi, ça c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de mots qui, en Europe, sont devenus tabous, ou ont été tabous. Le mot souveraineté, pendant très longtemps, a été tabou, et c'est parce que nous parlons de souveraineté numérique. Et puis, avec cette crise du Covid, finalement, on a parlé de souveraineté de la santé, etc. Ce mot est devenu à nouveau acceptable. Mais aujourd'hui, je suis certain que ça peut probablement, peut-être, baisser le poil. Nous ne pouvons plus parler tranquillement de protectionnisme sans que ça fasse appel à des notions qui font peur, alors que pendant ce temps, pendant ces 30, 40 dernières années, eh bien, les Américains ont mené une politique radicalement protectionniste, radicalement anti-concurrentielle pour le monde, c'est-à-dire que clairement, ils sont dans une démarche d'hégémonie et de création de puissance, et c'est ce que font aussi maintenant les Chinois, c'est ce que font tous les autres, sauf les Européens, qui, par leurs règles de marché communes, en réalité, se sont affaiblis. Et ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça que quand on
comme vous disiez, tout le monde est d'accord. Ouais, sur il y a le un point de fait divergence que assez majeur qui apparaît c'est là. pas forcément un point très, Hum, très divergent, mais qui mériterait d'être posé. Aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, n'a pas de qualité d'État, n'est qu'une alliance entre États, certes avec des conventions de plus en plus fortes, mais la souveraineté, elle appartient à chaque État. Or, on entend beaucoup parler de souveraineté européenne, etc. Manuel Combe, vous parlez d'illusion protectionniste. Avant, je voudrais réagir sur ce qu'a dit Thomas, c'est important, hein, parce que je l'entends à longueur de journée depuis 30 ans. Opposer concurrence et politique industrielle, c'est amusant. Pour moi, les deux se complètent parfaitement. C'est une des questions que j'ai reçues sur WhatsApp. Ce dont a souffert l'Europe depuis 30 ans, et je l'ai écrit dans le bouquin, ça fait 30 ans que je le raconte, ce n'est pas d'un excès de politique de concurrence, c'est d'une absence de politique industrielle. Ce n'est pas la même chose. Hein. En déshabillant Paul, vous habillez pas Pierre. Il faut les deux. Donc là où je rejoins en effet Thomas, c'est qu'on n'a pas eu de politique industrielle depuis 30 ans. De vraie ambition, on l'a depuis Breton, avec le plan hydrogène, le plan batterie. Et moi, je suis le premier à m'en féliciter. Mais opposer concurrence à politique industrielle, à mon avis, ça n'a pas de sens. Des exemples concrets. Le Japon. Le Japon ne savait pas faire de voitures, il ne savait pas faire de produits électroniques dans les années 50-60. Il est devenu le leader mondial des produits électroniques grand public, avant de se faire ravir la part de marché par la Corée. Et en tout cas, il reste le plus grand pays pour l'automobile, puisque le numéro 1 mondial, si je ne dis pas de bêtises, à ce jour, c'est Toyota. Comment ils ont fait? Ils ont fait de la politique industrielle avec le MITI. Ils ont fermé les frontières, le temps, en effet, d'apprendre. Mais ils n'ont pas décrété qui allait gagner la course. Il y a 12 producteurs automobiles au Japon. Ils ont mis de la concurrence dans leur politique industrielle. Concurrence et politique industrielle, ça ne s'oppose pas, ça se complète. Deuxième exemple, quand Donald Trump, dont on dit par ailleurs beaucoup de mal, il a quand même une qualité, c'est qu'il a permis à ce qu'un vaccin émerge quand même très vite. Et le vaccin n'est pas tombé du ciel. Hein. Le gouvernement américain a lancé une opération de financement. 11 milliards de dollars mis sur la table. Et quelle était la politique industrielle des États-Unis? Ça a été de dire on va distribuer 11 milliards à tous les laboratoires qui veulent chercher, pas à un laboratoire. On n'a pas désigné le vainqueur à l'avance. Et souvent en Europe, on a eu tendance à désigner le vainqueur à l'avance. La concurrence est un moyen qui permet d'avoir l'excellence à la fin. À la fin, c'est Moderna qui a trouvé le vaccin. Vous voyez, opposer concurrence et politique industrielle, à mon avis, ça n'a pas de sens. On a besoin des deux. Et quand j'entends l'idée qui est de dire il faut mettre en sommeil la politique de concurrence en Europe parce qu'on n'a pas de politique industrielle, bah regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils s'en mordent les doigts. Ils s'en mordent les doigts. Ils ont mis en sommeil la politique de concurrence pendant 30 ans. Ils se retrouvent avec des monopoles. Et pas les monopoles des GAFAM. Hein. Il y a 3 producteurs de poulet aux États-Unis. Le prix du poulet est très cher. Et vous entendez aujourd'hui Joe Biden qui vous dit mais pourquoi a-t-on mis en sommeil cette politique de la concurrence? Finalement, empêcher les fusions-acquisitions pour qu'elles conduisent à des monopoles, c'est peut-être pas si mal que ça. Je pense qu'on a besoin des deux. Les deux. Politique indus et politique de concurrence, ça se complète, ça ne s'oppose pas. Alors, tout à fait d'accord. Politique de concurrence et politique industrielle, ça se complète. La difficulté, c'est que lorsqu'on a conçu l'Union européenne, lorsqu'on a négocié les traités qui fixent les règles du jeu, on a donné énormément d'importance et de poids à la politique de la concurrence et la politique industrielle. On en a parlé un petit peu, mais elle ne repose pas de manière aussi claire sur un choix explicite des États. Donc, du coup, on a effectivement une Commission européenne qui, en matière de concurrence, est très forte, a une autorité, une capacité à dire oui ou non, on peut faire une opération ou non, alors qu'en matière industrielle, eh ben, on dépend un petit peu, effectivement, de la volonté, à un moment donné, des chefs d'État, de la présidente de la Commission européenne, du président, et les choses ont été très fluctuantes au fil des années, alors qu'en matière de concurrence, là, au contraire, l'Europe s'est construite sur une base juridique très solide et avec une volonté, une vision, au fond, de la politique de concurrence qui, au fil des années, s'est renforcée, une doctrine s'est développée. Et donc, c'est ce déséquilibre-là qui, aujourd'hui, nous pose effectivement une difficulté. Mais je suis, comme vous, convaincu que la concurrence, c'est ce qui permet de faire émerger les meilleures solutions. C'est ce qui permet aux uns et aux autres de progresser. C'est vrai, pour reprendre un autre de vos points, que l'Europe a souvent et rarement à l'origine des disruptives, mais a été capable de porter les idées existantes à une forme d'efficacité extraordinaire. Vous disiez, Airbus, finalement, il est venu pour répondre à l'existence de Boeing. Et c'est vrai qu'Airbus, c'est une création assez récente. Hein. Il y avait pas mal d'acteurs européens qui travaillaient dans le domaine de l'aéronautique. Et puis un jour,
on a décidé de les mettre ensemble et de faire un acteur, Airbus, qui aujourd'hui taille des croupières à Boeing. Boeing, pour tout un tas de raisons, a pas mal de difficultés aujourd'hui. Airbus est devenu le leader des avions commerciaux, en particulier sur les avions courts et moyens courriers. Ariane, là aussi, très beau résultat, même si on voit tout d'un coup d'autres venir avec des idées de disruption. L'idée que vous lancez une fusée, quand vous lancez une fusée, normalement, le corps de la fusée, il vient tomber dans l'Atlantique et on ne peut pas le réutiliser. Et puis d'un coup, quelqu'un se dit, mais ça, c'est idiot. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire réatterrir la première partie de la fusée, les 2 premiers étages, qui ont permis de lancer le satellite? Et c'est SpaceX, et c'est une idée de disruption qui va nous conduire à aller rechercher, nous aussi, les moyens de continuer à assurer une forme de concurrence pour ce leadership technologique. Donc oui, je pense qu'on n'est pas assez innovant. Et sur l'équilibre politique de concurrence, politique industrielle, il ne faut effectivement probablement pas affaiblir la politique de concurrence, mais il faut renforcer très profondément la politique industrielle. Il faut qu'on se donne des grands objectifs et qu'on soit capable d'aligner les ressources. Alors peut-être une question, parce qu'on voit qu'on a 2 vrais optimistes et un plus modéré. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, l'Union européenne est à même d'éviter l'erreur stratégique qu'elle avait faite, par exemple, en accompagnant pas Péchinet pour devenir un leader mondial à un moment clé où cette entreprise pouvait s'imposer sur le marché mondial, et en refusant une fusion-acquisition en Amérique du Nord, à fragiliser ce géant de l'aluminium français. On est préservé de ça demain, aujourd'hui, en termes d'état d'esprit de la Commission européenne? Moi, j'ai l'impression que le monde a changé depuis 2018, on va dire depuis la nouvelle commission. Il y a vraiment une prise de conscience que on a besoin de politique industrielle. Alors, ça veut dire quoi, politique industrielle, très concrètement? D'abord, lutter contre la concurrence déloyale. Ça existe, la concurrence déloyale. Moi, je suis plutôt pro-libre-échange, et la concurrence déloyale, ça existe. Lorsqu'une entreprise chinoise, mais pas seulement, est subventionnée par son État, eh bien, forcément, s'il est subventionné, elle peut vendre moins cher sur le marché européen. Alors, on a déjà des lois anti-dumping, j'en parle dans le bouquin. Vous le savez, la Commission européenne, ça rentre en vigueur, je crois, dans quelques mois, a décidé maintenant de renforcer ce qu'on appelle sa défense commerciale. Si, par exemple, une entreprise non européenne vend sur le marché européen à des prix trop bas parce qu'elle a été subventionnée, alors on pourra réagir. Donc ça, c'est un premier volet de politique industrielle. Il y a un deuxième volet, Jean-Pierre en a parlé, c'est ces fameux grands programmes, mais plutôt disruptifs. L'hydrogène, ça n'existe pas. On n'est pas dans le rattrapage. On est dans la rupture. Et là-dessus, on voit quand même que l'Europe a beaucoup bougé. D'abord, on met de l'argent, beaucoup d'argent, premièrement. Et on voit bien qu'on met la politique de concurrence en sourdine. Parce que qu'est-ce que c'est que ces grands programmes? C'est de l'argent public et de l'argent public et de l'argent privé. En Europe, vous le savez, normalement, lorsqu'on subventionne une entreprise par des fonds publics, ça s'appelle une aide d'État. Et une aide d'État, c'est anticoncurrentiel. Eh bien, regardez ce qui se passe depuis 2-3 ans. La Commission accepte en disant, écoutez, vu les circonstances, quelle est la circonstance? C'est qu'on ne donne pas de l'argent à une entreprise, on donne de l'argent à plusieurs entreprises. Le programme hydrogène, c'est 27 entreprises. Donc, il y a de la concurrence, en fait. Eh bien, on met en sourdine, si j'ose dire, la politique de concurrence en matière d'aide d'État au nom de la politique industrielle. Il y a un troisième levier de politique industrielle, c'est le contrôle des investissements directs étrangers. Il va être important de savoir qui nous rachète. Alors, attention à ne pas tomber dans le protectionnisme qui consiste à dire, dès lors qu'un étranger nous rachète, c'est une mauvaise chose. On ne voit pas pourquoi un Canadien qui rachèterait un Français, ça poserait a priori problème. Mais par contre, on peut s'interroger parfois sur la nationalité de celui qui rachète, quelles sont ses intentions. Et puis, on peut aussi contrôler un investissement en fonction du secteur. Il y a peut-être des secteurs, notamment militaires, on n'a pas forcément envie que la technologie parte à l'étranger. Vous voyez, il y a quand même des choses qui changent, au moins sur ces 3 volets. Comportement de concurrence déloyale, on a une vraie politique industrielle, au moins dans 2 secteurs, les batteries, l'hydrogène. Et puis, troisièmement, on a aujourd'hui un contrôle des investissements directs étrangers. Donc, l'image, à mon avis, d'une Europe ouverte à tous les vents, naïve, et qui n'a pas compris comment fonctionnait le monde, à mon avis, elle a un peu dépassé. On a vraiment changé, à mon sens, de registre. Non, alors moi, j'allais dire, je crois qu'effectivement, on a changé. Je vais prendre l'exemple des batteries parce qu'il est assez. D'abord, c'est devenu une réalité aujourd'hui, les projets d'usines de batteries en Europe. Et il est assez exemplaire de ce que peut être une bonne articulation entre des réglementations, des contraintes et puis une opportunité économique. J'ai vu, j'étais à l'époque patron de Solvay, mon bureau était à Bruxelles, j'ai vu le directeur de la Commission européenne qui était en charge des réglementations automobiles. Vous savez ou vous ne savez pas, mais à période très régulière, tous les 3 ou 4 ans, l'Union européenne fixe de nouvelles règles concernant la pollution des véhicules automobiles.
Et c'est ces règles qui conduisent effectivement à imposer une réduction progressive mais très importante de ces émissions polluantes des véhicules qui a conduit à créer l'opportunité de développer des véhicules électriques en Europe. Et j'ai vu ce directeur venir me dire, mais nous, on réfléchit, on se dit que par nos réglementations, on est en train de créer un marché pour le véhicule électrique. Le véhicule électrique, quand on regarde comment il est composé, c'est très différent d'un véhicule à moteur thermique. Il y a un composant essentiel qui s'appelle des batteries. Et aujourd'hui, les batteries ne sont fabriquées qu'en Chine, en Corée et au Japon. Et ça, c'est complètement déraisonnable. On est en train, nous, fonctionnaires européens, en charge des réglementations environnementales, on est en train de créer un boulevard pour permettre à une industrie asiatique de prendre une place importante dans ce qui a toujours été au cœur de l'industrie européenne, l'industrie automobile. Et donc là est venue l'idée de créer une approche commune en Europe pour permettre à des fabricants de batteries de s'installer sur notre territoire. Et donc, approche commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement donner de la flexibilité aux règles de concurrence, favoriser les partenariats entre entreprises, les constructeurs automobiles qui sont souvent concurrents, fabriquer des partenariats entre les constructeurs automobiles et les équipementiers qui fabriquent des composants qui viennent ensuite trouver leur place dans ces automobiles. Et puis, ça veut dire des aides publiques, parce que pour démarrer une industrie de batterie, ben, il faut investir massivement. Et aujourd'hui, cette idée que j'ai vu naître finalement il y a 7-8 ans, elle est en train de devenir une réalité concrète. Et il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de projets, de méga factories, comme on dit, c'est-à-dire des très grandes usines dans lesquelles on fabrique ces batteries qui vont venir se retrouver sur des véhicules électriques, sachant qu'à partir de 2035, l'Europe ne produira plus, en tout cas, on ne pourra plus commercialiser en Europe de véhicules à moteur thermique. Et en plus, là, en revitalisant l'industrie du Pas-de-Calais. Absolument, oui, bien sûr. Pas-de-Calais. Oui, alors j'ai pris l'exemple de Dunkerque dans mon bouquin parce que je trouve que là c'était assez exceptionnel. Où effectivement, au cœur d'une zone de reconversion industrielle qui a été très impactée par le départ de la sidérurgie et des activités minières, et là, on retrouve une forme de dynamisme autour de ces projets d'usines de batteries et d'ailleurs d'usines de voitures électriques. Donc, quand on est optimiste, on se dit qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un moment où on retrouve l'envie d'ajuster nos règles et surtout la manière dont on les met en œuvre pour permettre le développement de ces grands projets. Une question, Melchior, pour Thomas Fauré. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui dans la capacité de l'Union européenne à créer, à faire émerger un géant du numérique à l'horizon de 10 ans? Non, je suis confiant dans les entrepreneurs, dans les citoyens, j'allais dire, qui ont envie de bouger, qui ont envie de créer, plus que dans ce qu'on appelle l'Union européenne. Un Airbus du numérique, est-ce que c'est envisageable? Ce n'était pas sans fonds publics. Ah, ça, je suis d'accord. Donc, sans plaisanter, oui, je suis confiant parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à y croire, qui commencent à se dire surtout que ça devient une nécessité que de regagner un peu d'autonomie en la matière. Il y a plusieurs conditions pour que ça puisse se réaliser. On les a à peu près toutes évoquées. Moi, je voudrais évoquer la commande publique qui est essentielle, qui est un moteur bien plus important, à mon sens, que la subvention, parce que la commande, elle a cela de vertueux, c'est qu'effectivement, elle permet la concurrence saine, elle permet que les entreprises qui vendent leurs produits à l'État ou aux États ou à des organismes publics, soit sous contrat et des exigences de rendement, etc. Donc moi, je pense qu'il faut une politique de fléchage de la commande publique en matière technologique. Ça, c'est très important. Par ailleurs, j'entendais ce que vous disiez, je pense que toutes les industries ne sont pas non plus au même niveau et que dire on mène une politique pareille pour tout le monde, ce serait imbécile. Il est évident aujourd'hui que dans la matière des technologies numériques, il nous faut un peu plus de protectionnisme que probablement ailleurs, parce que nous sommes, pardonnez-moi l'expression, à poil. Donc je pense qu'il nous faut, alors quand je dis protectionnisme européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà largement de quoi faire en termes de concurrence, de création de sociétés, de start-up, même dans un pays en Europe, mais même dans toute l'Europe. Il y a beaucoup de… Voilà, la concurrence peut se jouer très, très fortement au sein de l'Union européenne déjà. Je pense qu'il faut flécher
en particulier tous les domaines sensibles, tous les domaines de la défense, de la santé, tous ces domaines-là qui doivent rester régaliens, il faut les flécher vers des entreprises européennes qui respectent le droit européen, autrement dit, qui ne sont pas hors la loi. Parce qu'alors là, c'est tout un autre sujet, c'est l'application des lois extra-communautaires. Vous savez, les États-Unis, en particulier, ont des lois qui leur permettent d'être appliquées sur des territoires qui ne sont pas aux États-Unis, et n'importe où dans le monde. Évidemment, en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez des logiciels ou des plateformes américaines, ou même du matériel américain, eh bien, vous êtes sous le coup de la loi américaine. Et si les États-Unis décident que vous, tout d'un coup, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces technologies, alors vous pouvez toujours continuer à le faire, mais le jour où vous allez aux États-Unis, vous allez en prison. Je résume. Le cas le plus courant qu'on observe, c'est surtout une vraie captation de la donnée, puisque la donnée sur Internet, elle circule, et les Américains, par leur loi, ont la capacité d'aller regarder ce que font nos entreprises, qui leur confient toutes les boîtes qui ont Google Mail, Microsoft, Office 365 et tous les produits américains qui sont désormais dans le cloud. C'est pas dans le cloud, hein, c'est sur l'ordinateur d'un autre, à savoir les Américains. Évidemment, les USA connaissent ce qui s'y passe. C'est ça que moi, j'hallucine quand je vois des grandes sociétés comme Veolia, comme EDF, comme toutes ces boîtes qui disent ah, nous, on va sur le cloud de Microsoft, Google, il n'y a pas de problème. Il y a un gros problème quand même. Bon. Donc, c'est parce que c'est finalement, et c'est le travail de Thierry Breton aussi, hein, qui n'est pas seul, mais qui permet de renforcer la législation européenne pour nous protéger contre l'application de ces lois-là. Alors, c'est pas gagné, mais moi, je pense que déjà, si on enlève les hors-la-loi, finalement, il reste pas grand monde, et ce qui est une opportunité. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je crois dans la capacité des Européens à se sortir de l'ornière et à créer leur propre géant. En revanche, je ne crois pas au seul pouvoir politique de la Commission européenne ou tel État dans l'Europe. Il faut savoir une chose très claire, c'est que les États européens ne sont pas d'accord entre eux sur ces politiques. Il y a un fossé entre ce que voudraient faire les Français, par exemple, et les Allemands, parce qu'il n'y a pas du tout le même rapport, en particulier avec les États-Unis, avec l'Allemagne et la France. C'est totalement différent. Et ça, je le sais, parce que je l'ai vu très près. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec le ministre du numérique précédent, et j'ai vu les efforts qu'il menait à Bruxelles pour essayer de créer des alliances avec des pays européens qui pourraient finalement parvenir à des accords, etc. Donc, c'est pas gagné. Mener une politique européenne aujourd'hui, c'est toujours la politique du compromis, voilà. Donc, je pense qu'il faut allier, voilà, se battre pour faire en sorte que l'Europe, oui, puisse tenir et se lever dans cette industrie numérique et technologique qui en est tout à fait capable. Ça, c'est voilà. Optimisme très mesuré quand même. Hein. Non, en fait, je suis fondamentalement, mais je pense qu'on a été gouverné par des optimistes pendant trop longtemps. C'est pas parce qu'on dit ah c'est formidable, tout va bien et tout va bien. Hein. Je pense que l'avenir appartient à ceux qui doutent. Moi, je suis un pessimiste et c'est pour ça que je trouve c'est là qu'on regarde les choses, réaliste. Welcome. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas sur l'Europe et le numérique. Il y a quand même des choses qui ont bougé. D'abord, à défaut d'avoir des géants du numérique, vous avez raison, hein, il n'y a quasiment aucun géant du numérique, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche et dans le e-commerce, hein, puisque Amazon est leader en Europe. Néanmoins, on a quand même été capable de se défendre. Je reviens à nouveau sur la politique de concurrence. Là, on est quand même bien content d'avoir une politique de concurrence en Europe parce que sur Google Shopping, alors tout le monde dit que ça a été trop lent, ça a été peut-être trop lent, mais en tout cas, il y a eu 3 décisions de la Commission européenne contre Google. Alors, on entend souvent, oui, ce ne sont que des amendes. Non, ce ne sont pas des amendes, ce sont des injonctions à cesser. L'autorité de la concurrence, quand on a mis une sanction de 500 millions d'euros à Google parce qu'elle ne rémunérait pas à leur juste prix les éditeurs de presse, ce n'est pas seulement une amende de 500 millions, c'est une injonction à se conformer à ce que la loi prévoit. Donc d'abord, sur le plan défensif, on ne s'est pas laissé complètement faire. C'est quand même les Européens qui ont expliqué que les géants du numérique, quand ils étaient en Europe, ils respectaient le droit de la concurrence en Europe, premièrement. Puis un second lueur d'espoir, et je crois que vous en parlez d'ailleurs à la fin de votre ouvrage, c'est le Digital Market Act. Qu'est-ce qu'il dit en 2 mots, hein, sans être trop technique? Il vous dit, voilà, il y a des écosystèmes, hein, il y a l'écosystème Apple, il y a l'écosystème Android. C'est très difficile pour un nouvel entrant, une application, de rentrer sur cet écosystème parce qu'il est un peu dépendant de celui qui le contrôle.
c'est ce qu'on appelle un gatekeeper, un contrôleur d'accès. Eh bien, il va y avoir, à partir de l'année prochaine, des règles du jeu. En clair, je n'ai pas le droit d'avantager mes produits face à ceux que j'accueille sur ma propre plateforme. En clair, quand je suis Amazon, je ne peux pas d'un côté dire je suis très content que vous vendiez vos produits sur un marketplace. Et quand je vois que votre business commence à devenir un peu rentable, qu'est-ce que je fais? Je lance un produit concurrent sur Amazon.com. Je ne peux pas être des deux côtés. Bref, le Digital Market Act met quand même en place des règles qui vont un peu ouvrir le marché et permettre, à mon sens, à des startups très spécialisées, et on le voit, on est très bon en Europe, très spécialisés, de devenir peut-être des géants, mais des géants dans leur domaine. Regardez Miracle, regardez Vinted, etc. Donc, on a quand même des espaces possibles grâce, et ça vous insistez aussi Jean-Pierre dans votre ouvrage, grâce à la réglementation. La réglementation, ce n'est pas forcément quelque chose qui empêche, ça peut être aussi quelque chose qui libère, en créant des espaces de liberté. Non, moi, j'allais juste réagir sur ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, parce que je pense que c'est très important. Là, la dynamique du débat fait qu'on parle beaucoup réglementation, politique, mais ce qui est essentiel, c'est les entrepreneurs de tout type. Les petits, les startups qui démarrent sur une idée, qui croissent, les plus gros, les plus grandes organisations, celles dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, dans lesquelles on a des ingénieurs, des commerciaux qui tout d'un coup repèrent un besoin, une idée, construisent un produit qui répond à une demande. C'est ça vraiment qui crée la richesse et l'activité. Alors bien sûr, on a besoin d'un cadre. Et ce cadre, je pense qu'on est au fond tous d'accord sur le fait qu'il est en train d'évoluer d'une manière un peu plus favorable. Il faut sans doute aller plus loin, mais à nouveau, le cadre, il prend son sens dès lors qu'il y a des gens qui ont envie de créer, qui ont envie d'innover, qui sont à la recherche de la bonne idée, qui sont à la recherche de la bonne compréhension des besoins du client. Et ce qu'il faut, c'est qu'en Europe, on arrive à créer un cadre qui soit le plus favorable possible à ce type de développement. Alors, la question qui fâche peut-être, est-ce qu'il existe des bons monopoles? De toute façon, il y a des marchés où vous n'avez pas le choix, il y aura des monopoles. Mais est-ce qu'ils sont bons? Et Mais comment la on question peut n'est pas ce repérer un bon monopole d'un mauvais monopole il y a- à l'échelle d'une grande région? Il y a au moins deux cas. D'abord, pardon, mais quand on est meilleur que les autres, on est un monopole. Je vous rappelle quand même que la concurrence, en anglais, ça se dit competition. Vous avez déjà vu une compétition où vous dites à la fin, ça serait sympa qu'on gagne tous. Non, ça c'est quand on est à l'école maternelle, vous savez, on court tous à la fin et tout le monde a gagné. La compétition, c'est bien, je suis meilleur que les autres, donc j'ai gagné. D'ailleurs, en droit de la concurrence, on l'appelle en anglais competition on the merits, la concurrence sur les mérites. Mais attendez, le monopole, c'est pas mauvais. Si je suis meilleur, si vous êtes meilleur que les autres, c'est un petit peu normal, ça serait même contradictoire. Donc d'abord, il y a des bons monopoles, c'est le monopole d'innovation. Schumpeter, Schumpeter vous dit, celui qui est meilleur que les autres, au bout d'un moment, il va forcément avoir une part de marché dominante. Il y a un second cas, c'est ce qu'on appelle les monopoles naturels, sans être trop technique. Il y a des industries dans lesquelles il y a des coûts fixes très très élevés. On ne va pas mettre 50 voies de chemin de fer entre Paris et Lyon. Ça serait déraisonnable. Il y a une seule voie de chemin de fer. Ça s'appelle un monopole naturel. Alors ce monopole naturel, le problème, c'est que s'il a un monopole, il va vendre cher. Du coup, on va le réguler. Vous voyez, il y a au moins deux cas de figure. Un monopole d'innovation. Si vous êtes innovant, il n'y a pas de problème. La question, c'est comment restez-vous en monopole? Est-ce que vous n'allez pas utiliser ensuite des pratiques anticoncurrentielles? Par exemple, vous allez racheter tous les petits concurrents qui arrivent sur le marché. Ça s'appelle des killer acquisition. Là, vous n'êtes plus en monopole parce que vous avez BioNTech, Moderna. Vous étiez au départ peut-être le leader et vous êtes resté leader par des moyens qui sont déloyaux. Et puis le second cas, c'est bien sûr le monopole naturel. Personne ne conteste. Il y a des industries dans lesquelles les coûts fixes sont énormes. Et à ce moment-là, il faut les réguler. Et vous savez, en France, dans tous les pays du monde, il y a des autorités de régulation de ces monopoles, notamment toutes les infrastructures de réseau, que ce soit dans le gaz, l'électricité, les chemins de fer. Donc attention, les économistes n'ont jamais dit que la concurrence, on n'est pas, vous voyez, on ne se prosterne pas devant la concurrence en expliquant que c'est l'alpha et l'oméga. Parfois, elle n'est pas possible, et je dirais même parfois, elle n'est pas forcément souhaitable. Alors, il y a un certain nombre d'autres questions sur les défis environnementaux, et puis je laisse la salle aussi commencer à réfléchir à certaines questions que vous pourriez aussi poser. N'hésitez pas après qu'on ait évoqué ce thème ou en lien avec ce thème, donc sur les défis environnementaux. Donc là aussi, pour empêcher de tourner en rond, on parle beaucoup de transition énergétique, transition écologique. Est-ce qu'en France, on n'a pas ce penchant décliniste ou en tout cas pessimiste de s'auto-flageller? Et est-ce que ce n'est pas Total ou Engie qui aujourd'hui, en France, sont presque les plus grands acteurs du développement durable de demain? C'est un pavé dans la mare ou non, c'est pas un pavé dans la mare. C'est sur certains aspects certains aspects de la transition énergétique climatique juste une réalité. Aujourd'hui,
qui est-ce qui investit dans le développement de capacités de production d'électricité renouvelable? Les grands acteurs du secteur. Engie investit chaque année 5 ou 6 milliards d'euros pour installer des éoliennes, installer des panneaux solaires, dans certains cas gérer, on ne construit pas beaucoup de nouveaux barrages, mais en tout cas on améliore ceux qui existent. Donc oui, nous sommes des investisseurs très importants dans cette transition énergétique et climatique. Alors à la question, est-ce qu'il faut battre notre coulpe ou pas? Alors, l'Europe aujourd'hui, c'est à peu près 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on est en fait un continent qui est très vertueux par rapport aux autres. Quand on regarde les émissions de CO2 par habitant, l'Europe se situe très bien comparée en particulier aux États-Unis, qui sont eux des très très gros émetteurs. Même si la tendance est à la baisse très nette aux États-Unis aussi, c'est moins 20% sur les 30 dernières années, mais partant de plus haut. D'accord, ils partent de très très haut, ils partent d'une production d'électricité très largement liée au charbon, ils passent progressivement au gaz pour des raisons de compétitivité économique du gaz dans leur environnement à eux. Donc oui, ils sont sur une courbe de réduction, mais ceci dit, bon, ils doivent être… C'est moins 20 et moins 16 en France. Consommation par habitant qui doit être 3 ou 4 fois supérieure à ce qu'elle est aux États-Unis par rapport à l'Europe. Attention quand même quand on regarde la Chine, parce que là, on est dans une… Et encore plus si on regarde l'Inde. Là, on est dans des 250% d'augmentation. Oui, mais alors en émissions par habitant, encore très en deçà. Pourquoi? Parce que le niveau de développement de ces pays est beaucoup moins important. Mais pour revenir à ma question, est-ce qu'on bat notre coulpe faussement? Non, je crois que l'Europe s'est donné un objectif qui est d'être un leader dans la transition énergétique et climatique. Et pour ça, il faut qu'on arrive à aligner les efforts de tout un tas d'acteurs, les grands acteurs industriels, mais aussi nos actions quotidiennes à nous quand on décide de régler son thermostat de chauffage ou de prendre les transports en commun ou sa voiture pour aller d'un point à un autre. Donc, je crois que sur ce sujet, il faut fixer un cadre, probablement des règles du jeu, ça s'appelle des réglementations, et puis ensuite laisser agir l'économie de marché pour développer des solutions compétitives qui permettent de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. 8 tonnes de CO2 par habitant chinois aujourd'hui, contre 5 en français. Oui, donc, déjà au-dessus. Oui, déjà au-dessus pour la Chine. J'avais en tête un petit peu plus bas pour la Chine. On ne fera pas la transition écologique sans les entreprises. Enfin, je dis ça parce que ça paraît une évidence. Dans les anciennes entreprises jugées polluantes, Total Énergie, par exemple. Le sujet, c'est de savoir est-ce que demain on est capable d'avoir une industrie verte. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre sur le fait que là, l'Europe a une opportunité extraordinaire. Parce que d'abord, elle a le leadership, c'est un fait. Hein, elle a le leadership en termes médiatiques. Hein. On a quand même, souvenez-vous, l'objectif en 2050 de neutralité carbone. On s'en donne les moyens en tout cas. Hein. Et donc, puisqu'on est perçu comme étant les leaders au moins dans l'affichage, on a, à mon avis, une opportunité incroyable. Cette révolution énergétique, ça peut être une opportunité, mais de croissance, d'emploi. Moi, je suis plutôt sur une vision optimiste, parce qu'on a une autre solution, hein, mais pourquoi pas, hein, qui est la décroissance. Hein. Si vous voulez polluer moins, c'est simple, hein, vous produisez moins. Mais il faut assumer la conséquence. Il faut assumer la conséquence, et sans en clair, on vivra de vie. Mais pourquoi pas? C'est un choix de société. Je n'ai pas l'impression que c'est celui que collectivement, on veut faire. Un tout petit point pour compléter ce que disait Jean-Pierre. La transition, on ira d'abord par les changements en effet de comportement individuel. Moi, j'y crois. Alors, vous allez me dire, c'est contre-intuitif pour un économiste. Hein, parce que, logiquement, j'ai intérêt à ne rien faire et à attendre que les autres fassent. Et je pense que la morale, ça compte, notamment l'éducation. Mais je crois aussi à la réglementation à nouveau. Hein. La réglementation, ça s'appelle des subventions. Il faut subventionner le vert, le green, qu'il faut aussi taxer le fossile. Et je crois beaucoup, vous savez, le marché, c'est quoi? C'est des individus, des entreprises, des entrepreneurs qui réagissent à des signaux. Quand le feu est vert, il passe, quand le feu est rouge, il s'arrête. Si vous mettez une taxe carbone, eh bien, forcément, vous changez les incitations. Donc, je crois beaucoup, moi, quand même, alors je sais que ce n'est pas très populaire, c'est même pas populaire du tout en France, hein, je l'ai écrit un chapitre entier dans le bouquin là-dessus, la taxe carbone, elle existe déjà, hein, on n'y coupera pas. Ça me semble illusoire de penser que simplement par notre bonne volonté, et je le répète, il n'y a pas de mépris dans mon propos, hein, il faut de la bonne volonté. C'est bien de changer de comportement au quotidien, et ce qui fait quand même d'abord changer les comportements, c'est quand on regarde sa facture, et qu'on se dit, mince, c'est peut-être plus malin de passer à l'énergie verte et une énergie fossile parce que ça coûte moins cher, tout simplement parce qu'il y a des subventions ou des taxes. Donc, je crois beaucoup, en fait, à nouveau, au mécanisme économique. Vous savez, à la fin des fins, le portefeuille, ça marche quand même aussi bien que la morale. Est-ce que transition… Pardon, non, j'allais juste reprendre d'un point en disant, sur ce sujet, il y a vraiment quelque chose qui a été une rupture, c'est la création de marchés carbone. Alors, c'est quoi le marché carbone? C'est dire que quand vous faites fonctionner une installation industrielle
qui produit, je ne sais pas, des voitures ou d'ailleurs de l'électricité, vous émettez du CO2 et vous faites supporter de fait une sorte de, je veux dire, de coût très diffus pour la planète. Et le marché carbone, c'est transformer ce coût diffus en quelque chose de très concret, qui est que pour émettre une tonne de CO2, vous avez besoin d'un permis d'émission que vous pouvez acheter sur un marché. Et ça vous coûte, je ne sais pas, aujourd'hui en Europe, probablement 80 ou 90 euros par tonne de CO2 émise. Et ça, c'est un moyen. Moi, j'ai vu naître ce marché il y a une dizaine d'années en Europe. Et on le critique souvent, mais il a vraiment, il a à peu près rempli l'objectif qui était le sien dans la première étape de mise en œuvre de ce marché. C'est quelque chose qui change les réflexes économiques. J'ai commencé à voir, quand j'étais chimiste chez Solvay, des projets d'investissement dans lesquels on voyait une ligne qui disait cette usine, elle va émettre tant de tonnes de CO2, ça va coûter tant. Et vous incluez ce qui est une sorte d'externalité diffuse dans votre raisonnement économique. Et ça vous conduit, par exemple, si vous avez deux technologies, une qui est fortement émettrice de CO2 et une autre qui ne l'est pas, ça vous permet de faire le choix de la bonne technologie. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Alors, dans un monde idéal, peut-être d'économistes, on aimerait bien l'étendre au monde entier, l'étendre à tous les consommateurs, à tous les acteurs, en fait, tous les acteurs qui contribuent à ces émissions, que ce soit les grandes entreprises ou que ce soit les particuliers. Quand je prends un billet d'avion pour aller à Rome ou à Florence, je vais contribuer à émettre du CO2. Et aujourd'hui, c'est relativement peu reflété dans le billet d'avion, mais on pourrait imaginer un système. Alors, on commence à le voir d'ailleurs quand vous recevez votre billet dans la plupart des transporteurs, vous commencez à avoir une ligne qui vous dit votre voyage, il va émettre tant de tonnes de CO2. Même la SNCF commence à le faire. J'entends même quelquefois des pilotes sur Air France qui, à la fin du vol, vous disent voilà ce que le vol a représenté en termes d'émissions de CO2 par passager. Mais on pourrait imaginer un système de marché qui s'étende à tous. Et puis, c'est quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs sophistiquer un peu plus en donnant à chacun d'entre nous une sorte de budget carbone qu'on pourrait utiliser en faisant des choix qui permettraient de pousser au comportement vertueux. Alors, c'est probablement complexe et c'est pour ça que la taxe est souvent un moyen un petit peu plus simple de refléter cet aspect dans des décisions économiques, mais à nouveau, cette manière de transformer une externalité qui paraît un peu diffuse et complexe à saisir en quelque chose qui a un impact économique et qui s'inscrit dans une équation assez simple qui conduit à des décisions, qu'elles soient d'investissement ou de choix de dépenses, c'est quelque chose qui est un moyen très puissant d'aligner les efforts de tous autour de cet objectif de transition énergétique. Thomas Fauré, le numérique, grand consommateur d'électricité, quelles sont ses perspectives de verdissement? Oui, en tout cas, c'est le buzz. On parle peu de ça, mais grand consommateur, il faudrait bien voir ce que ça veut dire, parce que il y a beaucoup d'âneries qui sont proférées, en particulier tous ceux qui vous disent que ça consomme énormément quand vous envoyez un mail, etc. Cependant, il y a un vrai sujet parce que l'industrie technologique, elle repose sur des fermes de serveurs qui produisent beaucoup de chaleur aussi. Alors, en particulier, toutes ces technologies de la blockchain qui, on n'en parle presque pas, mais sont dévastatrices. En réalité, ce sont des fours. Crypto-monnaie. Voilà, exactement. Bon, mais même sans parler de ça, le moindre serveur, le moindre mail que vous hébergez, le moindre photo que vous publiez sur Facebook, c'est bien stocké quelque part, ça tourne bien quelque part. Puis quand on dit stocker en informatique, c'est pas stocké, c'est que ça tourne, ça chauffe. Il y a besoin. Bon, et donc il faut refroidir ces salles, et évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, les Français ne sont pas nuls en la demeure, puisque vous avez OVH Cloud, qui a conçu, je crois, ils ont inventé le système qui maintenant se répand un peu. Ils ont des centres de données, donc des data centers qui fonctionnent sans refroidissement thermique, donc sans moteur, sans climatisation. Alors, ça a plusieurs avantages. Donc, ils se mettent à côté d'une rivière, ils prennent l'eau à température courante, ils la font passer dans les serveurs, dans les puces, avec des tuyaux, c'est de la plomberie plus qu'autre chose. Et puis, après, ça revient dans la rivière. Qui est réchauffé de ce fait. Oui, mais en réalité, on n'a pas, quand on fait le calcul de ce qui est plus ou moins consommé, en réalité, ça consomme beaucoup moins d'énergie, ça émet beaucoup moins de CO2. Donc, c'est la somme qu'il faut voir, c'est pas seulement le mécanisme. Voilà. Donc, je pense que
pense que c'est un vrai sujet dans le numérique et je pense qu'on a aussi des vraies réponses à apporter. Moi, je peux peut-être juste insister. On va prendre une question de la salle après. Je vais juste réagir là-dessus parce qu'effectivement, on a dit beaucoup de mal des grands acteurs américains du numérique, mais sur ces sujets de transition énergétique, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils signent avec des acteurs comme Engie, mais le concurrent également, bien sûr, des grands contrats de fourniture d'électricité décarbonée à long terme qui servent pour nous, qui sont la base pour nous permettre d'investir. Engie est très présent aux États-Unis dans le renouvelable et on développe des fermes éoliennes ou des fermes solaires à partir de contrats de 10, 15, 20 ans qui sont signés par Amazon, Google et quelques autres qui nous disent, voilà, je veux acheter, j'achète de l'énergie verte dans telles conditions sur une longue période. Et c'est sur la base de ces contrats que nous faisons ces investissements. On prend une question de la salle. Parlez fort, s'il vous plaît. Ma première question, c'est pour M. Flamatric. Vous expliquez, je comprends facilement qu'on va assister à une individualisation économique et écologique au niveau des foyers. C'est une information. Quand vous dites individualisation, Il y a la taxe carbone, c'est ça? Avec derrière la possibilité que certains soient plus défavorisés que d'autres, phénomène des gilets jaunes, etc., où il y a des dépenses incompressibles, c'est ça que vous évoquez? Donc des inégalités potentielles par rapport au paiement de cette taxe. Oui, alors je pense qu'il faut être très prudent. C'est la raison pour laquelle l'idée du marché carbone appliqué à tous n'est sans doute pas raisonnable. Mais il faut qu'on soit aujourd'hui conscient de ce sujet d'inégalité. Il y a un défi auquel nous faisons face collectivement. Et dans la manière dont on approche ces problématiques du budget carbone, il faut tenir compte de cela, mais conceptuellement, c'est tout à fait possible de le faire. Et effectivement, si on veut éviter un phénomène dans lequel on fait peser une charge qui est juste insupportable pour les consommateurs les plus modestes, il faut que dans la manière dont on répartit, par exemple, un budget carbone, ou dans la manière dont on met une taxe carbone, il faut qu'il y ait un élément de redistribution. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. À défaut de quoi, effectivement, on crée une situation qui est insupportable pour les plus modestes, de nos compatriotes. Une autre question? Alors, moi, je reviendrai dans ce cas-là sur une table ronde à laquelle j'ai assisté aux Journées de l'économie à Lyon la semaine dernière, qui s'intitulait « Peut-on sauver le climat par l'innovation ?» Et j'étais très étonné de la manière avec laquelle la salle semblait réagir. C'est juste un pressentiment. Mais je voyais en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau des intervenants, Philippe Aguillon ayant un mal assez conséquent à garder son optimisme au regard d'interlocuteurs, et puis d'une salle qui semblait assez pessimiste là-dessus. Est-ce que vous gardez votre optimisme qui a l'air structurel sur cette capacité que l'innovation, à court moyen terme, peut permettre de faire en sorte que le climat se dégrade pas trop à l'échelle de la planète? Oui, moi je peux répondre en donnant un exemple concret. Durant cette crise de Covid-19, nombre de salariés ont été en télétravail. Et ça n'aurait pas été possible sans les technologies. Ça n'aurait pas été possible sans ces technologies dont on critique par ailleurs à l'instant, par exemple, leur consommation carbone. Ce qui évite quoi? Le télétravail encore est extrêmement répandu aujourd'hui. Et puis vous, les cours à distance, c'est la même chose. Ça évite les transports en commun, ça évite, en commun en particulier surtout, ça évite les voitures qui polluent, etc. Ça évite les transports. Donc là, ça c'est un petit exemple de l'innovation qui répond Mais vous avez vu aussi, Thomas, que malgré cette période de confinement, où on a arrêté l'économie comme jamais, la consommation, le rejet de CO2 n'a pas diminué tant que ça. Donc ça montre qu'il y a aussi des barrières structurelles. C'est un exemple illustratif. Mais moi, j'ai foi effectivement dans l'innovation, en ce sens qu'elle est scientifique, que c'est un défi scientifique de dire comment, scientifique puis technique, si vous voulez, puis innovant, savoir comment on va régler telle ou telle chose. Je sais que par exemple, on travaille sur l'avion non polluant qui arriverait dans 10 ou 20 ans. Donc, il va y avoir des réponses. Emmanuel, Jean-Pierre? Bon, alors, moi, je pense que ça dépend à quelle échéance de temps on se projette. Sur les 20 prochaines années,
toutes les technologies qui vont être utilisées pour faire face à ces problématiques de changement climatique, elles sont là, elles existent. L'enjeu, c'est de les mettre en œuvre et de les mettre en œuvre de manière massive. Au-delà de 20 ans, oui, il y a des ruptures technologiques possibles qui vont permettre d'accélérer dans la lutte contre le changement climatique. Et sur les 20 prochaines années, ce n'est pas dans les laboratoires que la différence va se faire, c'est dans notre capacité à les mettre en œuvre. Je vais prendre l'exemple de l'aéronautique que vous évoquiez. Airbus travaille aujourd'hui sur un avion à hydrogène. Enjeu 2035 pour les premiers prototypes, sans doute un peu plus loin pour les mettre en œuvre. En revanche, à très court terme, on peut remplacer le kérosène d'origine fossile qu'on met dans des avions par ce qu'on appelle des SAF, qui sont des biofuels, qui sont des fuels synthétiques produits soit par la voie biologique à partir de déchets organiques, soit à partir d'hydrogène vert, qui permettent de décarboner relativement simplement le transport aérien. Difficulté, ça coûte cher, et donc il faut mettre en place les mécanismes soit de contrainte, soit d'incitation qui permettent de les utiliser. Mais à nouveau, sur les 20 prochaines années, l'enjeu, les solutions, on les a. Il faut les mettre en œuvre. Et il faut les mettre en œuvre de manière extrêmement systématique et avec effectivement un effet de contrainte qu'il faut accepter. Aujourd'hui, installer une éolienne en France, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui disent « ouais, je n'en veux pas, c'est pas très beau, pas de chez moi ». Donc, il faut arriver à retrouver une forme d'alignement qui permet de développer ces technologies à l'échelle. Si on se replace au-delà de 20 ans, moi, le truc qui me fait rêver, c'est la fusion nucléaire, qui est quelque chose qui permettrait probablement, qui serait probablement une rupture majeure dans la manière dont on fabrique de l'électricité. Mais c'est 20 ans, 30 ans ou 40 ans pour que cette technologie soit effectivement disponible. Mais à nouveau, sur la prochaine période, ce n'est pas de professeur tournesol dont on a besoin, c'est vraiment d'une mise en œuvre extrêmement systématique de solutions qui sont déjà là, qui ont largement fait leurs preuves, mais qu'on a un petit peu de mal à développer à l'échelle. Donc, vous ne vous départissez pas de votre optimisme, Emmanuel non plus? De toute façon, on n'a pas le choix, c'est l'innovation et la décroissance. Donc déjà, il faut voir l'alternative. Hein. À supposer même que ce soit un pari, le pari alternatif, je ne suis pas sûr qu'il soit collectivement acceptable. Ceci étant, l'innovation ne tombe pas du ciel. Il ne suffit pas de dire on va innover à nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'un pays innove? On en a déjà parlé tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Hein. On aura d'autant plus de chances d'innover, on fera de la R&D, etc., etc. Mais il y a un point important sur lequel je voudrais revenir, ça a déjà été abordé, c'est les innovations, elles sont là. L'enjeu, ce n'est pas l'innovation, c'est la diffusion de l'innovation. Et il y a des freins qui peuvent être des freins, et je l'évoque dans le bouquin, des freins typiquement sociétaux. Je veux bien acheter une voiture électrique, mais j'attends d'abord qu'il y ait des bornes. Mais pourquoi il n'y a pas de bornes? Parce qu'il n'y a pas de voiture électrique. Donc la borne attend la voiture et la voiture attend la borne. Donc là, on voit à nouveau le rôle de l'État par des politiques de ce qu'on appelle de big push, dire bah, écoutez, on va mettre en place un certain nombre de bornes, ce qui va stimuler le marché. En général, quand on lance une technologie, elle est toujours très coûteuse au début. Pourquoi? Soit c'est de l'économie, learning curve en français, courbe d'expérience. Produire la première voiture, ça coûte cher. Et après, on va apprendre à la produire. Et puis, plus on va la produire depuis longtemps, plus le coût de production va décroître. Plus le coût de production décroître, plus les prix baissent, plus on peut en acheter. Vous voyez, ça prend du temps et tout ça, ça ne tombe pas du... Il ne suffit pas d'innover, de déposer un brevet. Diffuser l'innovation, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Donc, à mon sens, l'enjeu, c'est comment on gère comment on gère la transition climatique. Les technos, elles sont là. L'enjeu, c'est comment je vais faire pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et ça, c'est un vrai défi, parce qu'il peut y avoir des résistances sociales, des résistances économiques, des résistances au bon sens du terme. Produire une nouvelle technologie, ça coûte toujours très cher. Alors, je crois que je le reprends dans le bouquin, l'exemple des avions. Quand vous lancez un nouvel avion, ça coûte super cher à produire, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'il n'y a pas d'expérience, etc. Alors oui, imaginons pour le respect des contraintes, mais il y a une question qui nous dit qui va payer? Parce que ça va coûter cher de protéger la planète, ça va coûter cher de relocaliser, surtout à une inflation au-delà de 6%, voire plus dans d'autres pays de l'Union européenne. Qui va payer? Raison de plus pour avoir une appétence modérée pour le protectionnisme. Moi, j'ai toujours considéré… Qui va payer? Oui. J'y viens. C'est pas génial. L'inflation, moi je crois à l'inflation climatique. Il va y avoir un retour de l'inflation structurelle. Le climat, ça fait monter les coûts. Déjà, les récoltes vont être mauvaises, donc les polices d'assurance vont être plus chères. Si vous êtes viticulteur, votre police d'assurance est plus coûteuse.
va bien falloir un jour ou l'autre augmenter le prix de votre bouteille de vin. La transition climatique sera inflationniste. Le consommateur. Donc, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour le consommateur. Si vous voulez éviter le déclin en termes de pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions. C'est un autre sujet que j'aborde dans le bouquin. Il faut peut-être, travailler plus collectivement en France tout au long de la vie. C'est la question de la quantité de travail. C'est la question de la qualification de la main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment important pour vous qui êtes étudiants. Moi, je le répète depuis 30 ans. Ce qui rapporte le plus dans un pays c'est l'éducation. Un an d'études en plus, c'est rentable. C'est pas des idées en l'air, ça a été démontré. Donc, au fond, on le sait, en France, on a un vrai problème de décrochage en mathématiques. On a un vrai problème d'accès à l'enseignement supérieur. Bref, on ne forme pas assez de gens qualifiés. Donc, pour répondre à votre question, toutes choses égales par ailleurs, si on ne fait rien, notre pouvoir d'achat serait amené à décliner. Mais on a des leviers de long terme qui sont travailler plus longtemps tout au long de sa vie. Et secondement, être mieux éduqué et mieux formé. L'éducation, c'est une source de richesse. Et celui qui va payer, c'est seulement le consommateur? Mais pardon, dès lors que vous travaillez plus et que vous êtes mieux éduqué, ce que vous avez payé en plus à cause de la transition climatique, vous le gagnez ailleurs. Et donc, taxation des entreprises? Il n'y a pas de miracle. Qui va payer in fine, c'est le consommateur ou le contribuable. C'est pas. C'est le même. Oui, c'est le même. Donc l'enjeu, c'est vraiment. On a deux grandes familles de solutions. Il y en a une qui est celle de la décroissance, à laquelle on ne croit pas beaucoup. On ne croit pas beaucoup parce que la richesse collectivement créée va diminuer. On ne sera plus capable, en Europe en particulier, de continuer à financer un modèle social qui est particulièrement protecteur. Et je suis européen et je suis heureux de participer à ce modèle et qui s'applique autour de nous, où on est capable de créer de la richesse et on va effectivement l'utiliser un peu différemment, y compris pour permettre cette transition énergétique et climatique. Mais aujourd'hui, on parle de prix de l'énergie qui sont extrêmement élevés. En fait, l'augmentation du prix de l'énergie, elle a commencé avant la guerre en Ukraine. On est depuis quelques années tendanciellement sur une augmentation importante des prix de l'énergie, et parce qu'il faut financer ces investissements massifs dans les énergies renouvelables. Il faut transformer notre système de production énergétique et dans lequel on va laisser effectivement de côté certains actifs. Je crois que pas très loin de Muro, il y a une très belle centrale, une ancienne centrale à charbon qui est, ou à fioul d'ailleurs, le long de la Seine, qui n'est plus en activité aujourd'hui. Et à la place, il faut qu'on construise des éoliennes, il faut qu'on construise des champs de panneaux photovoltaïques, il faut qu'on fasse des éoliennes en mer, il faut qu'on transforme notre système. Ça, c'est beaucoup d'investissements. Et il faut être capable de le financer par la richesse créée. Alors ensuite, comment est-ce qu'on la répartit? Est-ce qu'il faut que les entreprises participent? Bien sûr. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des systèmes est-ce que les entreprises contribuent au travers des impôts et taxes qu'elles payent? Bien sûr. Est-ce qu'il faut, dans certaines situations, mettre en place des systèmes spécifiques de taxation? Probablement, en respectant un certain nombre de règles. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. En Europe, on a décidé qu'on allait prélever une partie de la rente ou du profit qui est provoqué par ces prix très élevés de l'électricité. Conceptuellement, c'est quelque chose qui me choque. Alors après, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Il y a pas mal de débats aujourd'hui sur la manière de faire. Mais oui, les entreprises vont contribuer, mais je pense qu'on contribuera. Enfin, le poids de cette transition sera d'autant plus facile à supporter qu'on est effectivement dans une économie qui crée des richesses et qui continue à croître. Alors, une question de la salle et une dernière question, Melchior, pour boucler cette séance. Les innovations, elles sont bénéfiques pour la société, mais vous ne parlez pas de nombreuses pertes d'emplois que cela engendre du côté médiatique que cela peut engendrer au niveau des populations qui perdent des emplois suite à ces innovations. Par exemple, les caissières qui sont remplacées par des machines, et du coup, ça peut engendrer La destruction créatrice. Ouais. Non, mais vous posez une vraie question. En fait, la réponse de l'économiste est de dire, il y a deux réponses. Premièrement, une réponse factuelle. On s'aperçoit qu'en réalité, les emplois détruits sont créés ailleurs. En effet, on va détruire des emplois de caissières. Il faut bien des personnes pour entretenir les machines. Et la seconde vraie réponse, c'est l'innovation n'est acceptable qu'à partir du moment où vous financez les reconversions, la formation, la qualification. Ce qui est dramatique, c'est pas de perdre son emploi, c'est de pas en retrouver un autre. Et donc, au fond, tout le discours des économistes, il n'est acceptable dans la sphère économique que si, et on revient toujours sur le même sujet, la formation tout au long de la vie, l'éducation, que si on propose à ceux qui ont perdu leur emploi, un emploi équivalent au moins de même niveau. Et ça, il n'y a pas de mystère, ça s'appelle la formation continue tout au long de la vie.
Alors, une dernière Et la question. vision, Oui. je réagis parce que je pense qu'effectivement, c'est une question très importante. La vision du praticien, elle est exactement celle de l'économiste. Sujet essentiel dans les entreprises dans lesquelles j'ai eu l'occasion de diriger ou dans lesquelles j'ai travaillé. Pour moi, un thème essentiel, c'est employabilité. C'est pas emploi. C'est pas garantir à quelqu'un qui va faire le même job du moment où il est embauché par l'entreprise jusqu'à celui où il part en retraite. Mais c'est de s'assurer que chacun a une capacité à se former, à se développer, qui fait que si son emploi disparaît, il va pouvoir en trouver un autre, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que la formation initiale, que vous êtes tous dans cette étape de votre vie, la formation initiale, elle est essentielle. Et cette formation initiale, elle doit permettre de favoriser ensuite, au fil de la vie, un développement, des formations qui vont permettre de faire face à des transitions. Le monde va continuer à évoluer sans doute très vite. Et oui, il y a des emplois qui disparaissent, on a d'autres qui se créent. Ce qui est important, c'est que chacun soit capable de trouver un emploi qui correspond à ses aspirations. Emmanuel et Jean-Pierre ont répondu à ma dernière question, à savoir quel message leur semble le plus important à partager aux jeunes aujourd'hui dans les classes pour relever ces défis. Thomas Ferré, vous terminez en y répondant aussi. Oui, bah, un message optimiste quand même, parce qu'après, avoir parfois dressé un tableau pas tellement soleillé. Serein. Oui, non, le message, c'est que c'est un message d'entrepreneur. Parce que, bon, c'est un message classique, hein, désolé, c'est pas très original, mais on a besoin d'entrepreneurs, voilà, de l'économie, du tissu économique, il a besoin de gens qui ont envie de monter des choses, de fédérer des gens autour d'eux et de créer de la valeur. Parce que disait, qui va payer? Bah, c'est ceux qui créent, c'est la valeur créée qui paye. Et donc, c'est dans la main des entrepreneurs. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui sont faits pour entreprendre, surtout aujourd'hui dans un pays qui le favorise davantage, en tout cas plus qu'il y a quelques décennies. Donc, moi, je vous incite à réfléchir aussi à cette voie, parce que, bon, la voie du salariat, c'est une voie largement répandue et formidable, et puis tout, sans compter toutes les autres voies, service public, etc., être prof. Mais la voie de l'entrepreneur, c'est un truc particulier. Alors, c'est pas facile tout le temps, mais on se sent aussi acteur de la société, peut-être même plus que d'autres. Et 80% des lycéens ici travailleront dans l'entreprise demain. Exactement. Je vous remercie. Merci. En particulier les trois auteurs qui ont partagé leur point de vue. Et on a respecté le timing. Donc, merci à vous. Merci à vous. Le mot de la fin pour remercier nos trois intervenants. Je crois que vraiment, là, ça va être très difficile de vous départager. En tout cas, Melchior sera là le 14 décembre pour la remise des prix. C'était une formidable occasion de croiser les regards entre les programmes d'enseignement et puis la réalité, de connecter la connaissance et l'expérience. Merci aussi aux élèves du lycée des Mureaux et leurs professeurs d'être venus participer en direct. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous trouverez donc le replay de ces échanges pour travailler avec. Et également, j'en suis absolument persuadée que ça va inspirer les thématiques des grands oraux du bac. Donc voilà, en fait, l'invitation est lancée pour retravailler et continuer. Merci beaucoup. Merci. Merci.